Heyo! Il y a un sujet que j'ai pas mal abordé en ce moment en session avec mes clients, c'est les ruptures et pourquoi, bordel de merde, est-ce que ça fait aussi mal? Et on s'intéresse particulièrement à ça parce que mes clients, c'est plutôt des gens qui ont une vie très riche. Genre, on parle de passion beaucoup plus qu'il y a d'heures dans une journée, de relations d'amis, de famille, de centres d'intérêt, de vocation des fois, et au pire de boulot sympa. Et du coup, pour ces gens-là, se retrouver face à ce sentiment que le monde s'est terminé parce que quelqu'un est parti, c'est quand même très 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 déstabilisant. Et on a beaucoup exploré tout ça, et j'étais à la recherche d'une ressource à leur envoyer pour les recentrer sur le sujet entre deux sessions, et j'ai pas trouvé. Et du coup, face à un trou dans internet, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Donc je fais une vidéo pour vous aujourd'hui et je verrai à faire un article gros, sérieux, tout ça, en anglais pour mon site un jour. Parce que là, je suis en vacances quand même. Mais ceci était une urgence, donc me voilà. J'ai mis une chemise, je me suis lavée et tout, j'espère que vous êtes contente. Donc, pourquoi les ruptures ça fait aussi mal? Je pense que ça a à voir avec deux choses. Ça a à voir avec d'un côté le lien d'attachement primaire et de l'autre la façon dont votre corps gère les traumas. On va commencer par le lien d'attachement primaire. C'est ce lien qu'un nourrisson a avec son parent soignant de la naissance aux 3, 4, des fois 6 premières années de son développement. C'est cette personne qui s'occupe de vous quand vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, et on est tous OK, pour dire que sans l'attention et le soin d'un adulte, un nourrisson, il n'est pas capable de s'occuper de lui-même, et c'est son pronostic vital qui est carrément engagé. On a même fait des études sans toucher affectueux, apparemment le pronostic vital est engagé, donc sans attention et amour, on est mort. On est mort, clairement. Et votre système nerveux ancien, il a gardé, encodé quelque part, l'idée que je dois garder l'amour, l'attention et le soin de la personne que j'aime le plus au monde, sinon ma vie est finie. Et là, vous repensez à toutes vos ruptures et toutes vos relations un peu pourries, vous avez accepté des trucs que vous auriez pas dû accepter, vous êtes là. Ouais, ça m'a fait ça en tout cas, à moi. Et on remet pas souvent en question cette théorie du lien d'attachement primaire et de je meurs si cette personne ne m'aime plus. Il y a qu'à voir Platon qui croyait sincèrement que de base, l'être humain, c'était un espèce d'être avec 4 bras, 4 jambes et 2 cœurs, et que c'est les dieux par punition qui les ont scindés en deux, et maintenant on est une moitié d'humain et on va passer notre vie à chercher notre moitié. Et celles d'entre vous qui vous dites moi je suis pas une moitié du tout, comment ça se fait que je souffre à ce point? Exactement, c'est ça qui m'emmerde. Et du coup, maintenant, on va parler de la façon dont votre corps gère les traumas. Et il y a une étude hyper intéressante que Bessel van der Kolk a citée dans son ouvrage The Body Keeps the Score, donc ton corps se souvient, je crois, en français. Ouais. Qui avait rapport avec des victimes de tsunami. Et sur le même tsunami, on s'est rendu compte que des personnes qui avaient eu l'occasion d'être évacuées en avion, donc entassées dans un avion, envolées vers la sécurité, normalement, on va dire que c'était celle qui s'en sortait le mieux d'une certaine façon, étaient plus traumatisées après coup que des personnes qui étaient sur le terrain et qui avaient dû courir. Et la théorie, c'est que si votre corps n'a pas l'occasion de physiquement faire une action pour échapper au danger, il va rester coincé dessus. Donc courir, ou se battre, ou faire le mort, c'est finalement plus sain pour votre système nerveux qui a l'impression d'avoir fait quelque chose, que de rester inactif pendant que, même pendant que vous êtes sauvé en fait, ce qui est quand même dingue. Comment ça s'applique à une rupture? Si quelqu'un vous quitte ou si vous êtes obligé de quitter quelqu'un, il n'y a en théorie pas grand chose que vous pouvez faire pour changer la situation. C'est-à-dire à partir du moment où, d'une façon ou d'une autre, l'un d'entre vous a décidé de se séparer, vous l'avez fait d'un commun accord, votre vie va changer radicalement et vous pouvez probablement pas fuir et vous pouvez probablement pas vous battre et il est peu probable que vous fassiez le mort. Et votre corps, face à ça, il est hyper activé dans son système traumatique parce qu'il se passe quelque chose de profond et puissant et dérangeant, et il peut rien faire, et il est complètement en PLS. Il y a des pratiques de libération du trauma qui existent. Honnêtement, si vous voulez aller au basique du basique, le running, ça fait un bien de fou parce que vous avez l'occasion de courir. Vous pouvez aussi tabasser un coussin et être extrêmement énervé, ça vous permettra de vous battre. Je vous déconseille de faire le mort, mais cela dit, on s'est rendu compte que trembler, ça faisait un bien de fou, et du coup, danser dans une
variation un petit peu perso de ça. Franchement, mettre de la musique et danser, ça permet de faire sortir, c'est merveilleux. Je vous conseille. Et il y a un gros truc que j'avais envie de dire voilà, aujourd'hui, c'est vous n'êtes pas cassé. En fait, si en ce moment vous avez le cœur brisé, votre vie n'est pas finie, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas traumatisé jusqu'à la fin de vos jours, en théorie. Vous avez perdu votre objet d'attachement primaire, et c'est hyper déstabilisant. C'est d'autant plus déstabilisant que c'est la personne avec qui vous avez l'habitude d'aller parler quand il se passe un truc, c'est la personne avec qui vous avez l'habitude d'aller vous ressourcer, c'est la personne avec qui vous avez l'habitude de vous livrer, et c'est souvent la première personne vers qui vous vous tournez quoi qu'il se passe. Donc forcément, ce changement, il est profond, il est déstabilisant, et sur le coup, on peut avoir l'impression que cette douleur, il n'y en a pas de plus grande et qu'elle durera pour toujours. Mais en fait, t'es pas cassé. T'as perdu ton objet d'attachement primaire. Je te promets que c'est possible d'en avoir un autre. T'es d'ailleurs à un moment de ta vie passé de tes parents à ton amoureux, amoureuse. Donc tu peux le refaire. Et, et tes amis, c'est une vraie chose. Moi, je me rappelle que pendant une période de ma vie où j'étais célibataire, je me suis brièvement demandé si j'étais tombée amoureuse de ma meilleure amie. Ben non, pas du tout, c'était devenu mon objet d'attachement primaire. J'avais un amour profond pour elle, mais pas comme ça. Mais par contre, ouais, clairement, c'était mon objet d'attachement primaire, quoi. Et c'était évident, je pensais à elle quasiment tout le temps, on se parlait tous les jours, on s'envoyait du soutien, de l'amitié, de l'affection, du soin. Donc, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Tu peux t'assurer d'avoir ton système de soutien avec toi et des gens vers qui tu peux te tourner. Demande sincèrement à tes proches s'ils seraient ok pour faire ça pour toi. Il y a de bonnes chances qu'ils soient ok. Tu peux aller courir, tu peux aller danser, tu peux tabasser un coussin si tu as besoin de te battre. C'est ok. Bats-toi contre la tristesse. Non, je te déconseille de tabasser un coussin avec l'image de ton ex. Ça pourrait pourrir éventuellement ton karma, vos futures relations si tu as l'intention d'en garder une. Mais tabasse un coussin, tabasse ta tristesse, fous-lui une main dans la gueule. Fais ce que tu veux. Et je le redis encore une fois, t'es pas cassé. T'as juste perdu ton objet d'attachement primaire et ça va aller. À bientôt.